bonsoir. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête d'Hercule Poirot et du capitaine Hastings. L'histoire s'intitule Le mystère des Cornouailles. Madame Pengelly, annonça notre logeuse avant de se retirer discrètement. Bien des gens, qu'on ne se serait jamais attendu à voir entreprendre pareille démarche, venaient consulter Poirot. Mais à mon avis, la femme qui se tenait, l'air intimidé sur le seuil de la pièce, tripotant d'une main nerveuse son boa, était bien le genre de personne dont la visite surprenait le plus. Elle était si totalement insignifiante, maigre et terne, âgée d'une cinquantaine d'années. Elle était vêtue d'un manteau et d'une jupe garnie de soutaches, portait une chaîne en or autour du cou et un chapeau particulièrement laid surmontait ses cheveux gris. Dans une petite ville de province, on croise tous les jours dans la rue une centaine de Madame Pengelly. Poirot s'avança vers elle et l'accueillit aimablement, conscient de son embarras. « Veuillez vous asseoir, madame, je vous en prie. Mon collaborateur, le capitaine Hastings. » Madame Pengelly s'assit en murmura d'une voix mal assurée. « Êtes-vous monsieur Poirot, le détective ?»« Pour vous servir, madame. » Mais notre visiteuse était toujours muette. Elle soupira, se tordit les mains et s'empourpra de plus en plus. « Puis-je faire quelque chose pour vous, madame ?»« Eh bien, je pensais... Enfin, voyez-vous... Continuez, madame, je vous en prie, continuez. » Madame Pengelly, ainsi encouragée, se ressaisit. « Voilà, monsieur Poirot, je ne veux pas avoir affaire à la police. Non, pour rien au monde, je n'irai trouver la police. Et cependant, quelque chose me préoccupe affreusement. Mais je ne sais pas si je devrais... » Elle se tut brusquement. « Je n'ai rien à voir avec la police, lui dit Poirot. J'enquête strictement à titre privé. » Ce dernier mot retint l'attention de Madame Pengelly. « Privé, c'est ce qu'il me faut. Je ne veux pas que cela s'ébruite, ou quand on en parle dans les journaux. Ils ont une façon si ignoble de dire les choses. Après ça, la famille ne peut plus jamais marcher la tête droite. Et ce n'est pas comme si j'avais une certitude. C'est simplement une pensée horrible qui m'est venue. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus la chasser de mon esprit. » Elle se tut un instant pour reprendre son souffle. « Et aussi bien, je suis affreusement injuste envers ce pauvre Édouard. De tels soupçons sont ignobles de la part d'une épouse. Mais de nos jours, on lit tant d'histoires atroces de ce genre dans les journaux. Si je puis me permettre, est-ce de votre mari que vous parlez ? » ?»« Oui. Et vous le soupçonnez de... quoi au juste ? » ?»« Je n'ose même pas le dire, monsieur Poirot, mais c'est vrai qu'on raconte des histoires de ce genre dans les journaux et c'est malheureux qu'ils ne se doutent de rien. » Je commençais à désespérer d'entendre un jour la brave femme en venir au fait. Mais la patience de Poirot ne semblait pas se laisser entamer par la terrible épreuve qui lui était imposée. « Parlez sans crainte, madame. Pensez à la joie qui sera la vôtre si nous arrivons à prouver que vos soupçons ne sont pas justifiés. C'est vrai. Tout vaut mieux que cette pénible incertitude. Oh, monsieur Poirot, j'ai l'horrible sentiment qu'on est en train de m'empoisonner. Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?» Sa réticence l'abandonnant enfin, Madame Pengelly se lança dans une description détaillée de symptômes qui auraient davantage intéressé son médecin traitant. « Douleur et nausées après le repas, dites-vous, » murmura Poirot, d'un air songeur. « Vous êtes sans doute suivie par un médecin, madame. Qu'en pense-t-il ?»« Il dit qu'il s'agit d'une gastrite aiguë, monsieur Poirot. Mais je vois bien qu'il est perplexe. D'ailleurs, il modifie sans cesse le traitement. Mais rien n'y fait. Lui avez-vous parlé de vos craintes ? » ?»« Non, bien sûr, monsieur Poirot. Cela risquerait de s'ébruiter. Et peut-être s'agit-il bien d'une gastrite. N'empêche qu'il est très étrange que chaque fois qu'Edward s'absente pour le week-end, je me sente de nouveau parfaitement bien. Même Freda l'a remarqué, ma nièce, monsieur Poirot. Et puis il y a cette bouteille de désherbant qui n'a jamais servi, au dire du jardinier, mais qui est pourtant à moitié vide. Madame Pengelly jeta un regard implorant à Poirot. Il lui sourit d'un air rassurant. Puis il prit un bloc-notes et un crayon. « Soyons précis, madame. Vous et votre mari demeurez donc... Où habitez-vous ? » ? « À Polgarwith, une petite bourgade des Cornouailles. Vous y vivez depuis longtemps ? » ? « 14 ans. » « Et votre famille se compose de vous-même et de votre mari, pas d'enfant ? » « Non, mais une nièce, avez-vous dit, je crois. » «
Oui, Freda Stanton, la fille de l'unique sœur de mon mari. Elle a vécu avec nous ces 8 dernières années, jusqu'à il y a une semaine. Ah ah, et que s'est-il passé il y a une semaine? Depuis quelque temps, les choses n'allaient plus très bien. Je ne sais pas ce qui lui a pris, elle est devenue grossière et impertinente, et d'une humeur épouvantable. Et pour finir, un jour, elle a piqué une terrible colère et a fait ses valises pour aller s'installer seule quelque part en ville. Je ne l'ai pas revue depuis. Il vaut mieux la laisser reprendre ses esprits. C'est ce que dit M. Radnor. Qui est M. Radnor? Madame Pengele parut de nouveau un peu gênée. Oh, c'est simplement un ami, un jeune homme très sympathique. Y a-t-il quoi que ce soit entre votre nièce et lui? Non, absolument rien, répondit Madame Pengele d'un ton catégorique. Poirot changea de sujet. Vous et votre mari êtes, je présume, assez aisés. Oui, nous avons des revenus confortables. L'argent, est-ce le vôtre ou celui de votre mari? Oh, tout est à Édouard, moi je ne possède rien. Voyez-vous, madame, pour être efficace, il nous faut être brutaux. Il nous faut chercher un motif. Votre mari ne vous empoisonnerait pas juste pour passer le temps. Voyez-vous une raison particulière pour laquelle il pourrait souhaiter se débarrasser de vous? Il y a bien cette garce blonde qui travaille pour lui, dit madame Pengele en élevant la voix. Mon mari est dentiste, monsieur Poirot, et il s'est mis dans la tête qu'il lui fallait absolument une jolie fille coiffée court et en blouse blanche pour marquer ses rendez-vous et lui préparer ses plombages. J'ai entendu dire qu'il s'en est passé de belles, bien qu'évidemment il me jure ses grands dieux qu'il n'en est rien. Cette bouteille de désherbant, madame, qui l'a achetée? Mon mari, il y a environ 1 an. Pour en revenir à votre nièce, a-t-elle des revenus personnels? Une rente de 50 livres par an, je crois. Mais elle serait assez contente de revenir s'occuper de la maison et d'Édouard si je le quittais. Vous avez donc envisagé de le quitter? Je n'ai pas l'intention de le laisser n'en faire qu'à sa guise. Les femmes ne sont plus les esclaves opprimés qu'elles étaient autrefois, monsieur Poirot. Je vous félicite de cet esprit d'indépendance, madame. Mais revenons-en aux choses pratiques. Comptez-vous retourner à Polgarwith aujourd'hui? Oui, je suis venu que pour la journée. Le train était à 6 heures ce matin, et il repart à 5 heures de l'après-midi. Bien, je n'ai rien de très important à faire en ce moment, je puis donc me consacrer entièrement à cette affaire. Demain, je serai à Polgarwith. Nous pourrions dire que mon ami Hastings, que voilà, est un de vos parents éloignés, le fils de votre cousin par alliance. Quant à moi, je serai son ami étranger un peu excentrique. Entre-temps, madame, ne mangez que les aliments préparés par vous-même, ou sous votre surveillance. Vous avez une domestique en qui vous avez confiance? Jessie est une très brave fille. À demain donc, madame, et courage. Poirot raccompagna madame Pengele jusqu'à la porte et s'inclina. Puis il revint d'un air pensif à son fauteuil. Sa concentration n'était pas si grande, cependant, car il ne manqua pas de remarquer à terre 2 minuscules brins de plumes arrachés par la femme à son boa dans son agitation. Il les ramassa consciencieusement et alla les déposer dans la corbeille à papier. Que pensez-vous de cela, Hastings? Une sale histoire, dirais-je. Oui, si les soupçons de cette femme sont fondés. Mais le sont-ils vraiment? Malheur au mari qui achète un flacon de désherbant de nos jours. Si sa femme souffre d'une gastrite et est un peu hystérique, cela suffit à mettre le feu aux poudres. Vous pensez que ce n'est rien de plus que cela? Ah, voilà. Je ne sais vraiment pas, Hastings, mais cette affaire m'intéresse. Elle m'intéresse même énormément, car voyez-vous, ce genre d'histoire n'est pas nouveau, d'où l'hypothèse de l'hystérie. Pourtant, madame Pengele ne me donne pas l'impression d'être une hystérique. Oui, si je ne me trompe, nous nous trouvons en face d'une tragédie humaine des plus poignantes. Dites-moi, Hastings, quels sont selon vous les sentiments de madame Pengele à l'égard de son mari? La loyauté luttant contre la peur, répondis-je. Pourtant, d'ordinaire, une femme accusera n'importe qui au monde, mais pas son mari. Elle continuera de croire en lui contre vents et marées. L'existence de l'autre femme ne complique-t-elle pas la situation? Si, la jalousie peut très bien transformer l'affection en haine, mais la haine pousserait madame Pengele à faire appel à la police, pas à moi. Elle chercherait à déclencher un scandale. Non, non, faisons un peu travailler notre matière grise. Pourquoi est-elle venue me trouver? Pour obtenir la preuve que ses soupçons ne sont pas fondés, ou pour s'assurer qu'ils le sont bien? Il y a quelque chose qui m'échappe.
un facteur inconnu. Notre Madame Pengele ne serait-elle pas une magnifique comédienne? Non, elle était sincère, j'en jurerai. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire m'intéresse. Regardez les horaires de train de Polgarwaith, voulez-vous? Le train le plus pratique était celui qui partait de Paddington à 1h50 de l'après-midi et arrivait à Polgarwaith un peu après 7 heures du soir. Le voyage fut sans histoire et je dus interrompre mon agréable petit somme pour sauter sur le quai désert de la petite gare. Nous allâmes déposer nos sacs au Duchy Hotel et après un léger repas, Poirot proposa une petite visite à ma prétendue cousine. La maison des Pengele était située un peu en retrait de la rue, dont elle était séparée par un petit jardin de curé. Une agréable odeur de giroflée et de réséda flottait dans l'air, et il semblait difficile d'associer l'idée de violence à ce charme désuet. Poirot sonna et frappa à la porte. Puis, comme personne ne répondait, il sonna de nouveau. Cette fois, au bout d'un moment, une domestique échevelée vint nous ouvrir. Elle avait les yeux rouges et reniflait bruyamment. « Nous voudrions voir Madame Pengele, lui expliqua Poirot. Pouvons-nous entrer? La domestique nous dévisagea longuement. Puis, avec un franc-parler inhabituel chez une employée de maison, elle nous dit: « Vous n'êtes donc pas au courant? Elle est morte. Ça s'est passé ce soir, il y a environ une demi-heure. » Nous restâmes un moment médusés. « De quoi est-elle morte? Lui demandai-je enfin. « Il y en a qui pourraient le dire, répondit-elle en jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Si c'était pas qu'il faut que quelqu'un reste dans la maison pour veiller madame. Je ferai ma valise et je partirai ce soir même. Mais je ne peux pas la laisser comme ça avec personne pour la veiller. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit et je ne dirai rien. Mais tout le monde est au courant. Toute la ville en parle. Et si M. Radnor n'écrit pas au ministère de l'Intérieur, quelqu'un d'autre s'en chargera. Le docteur peut bien dire ce qu'il veut. Est-ce que j'ai pas vu de mes propres yeux le patron prendre le flacon de désherbant sur l'étagère ce soir même? Est-ce qu'il n'a pas sursauté quand il s'est retourné et m'a vu en train de le regarder? Et l'assiette de madame qui était sur la table prête à lui être apportée? Pas un autre morceau de nourriture ne passera à mes lèvres tant que je serai dans cette maison, même si je dois en mourir. Où habite le médecin qui soignait votre patronne? Le docteur Adams? Au coin de la rue, dans High Street. La deuxième maison, sur la droite. Poirot se détourna brusquement. Il était très pâle. Pour une fille qui ne devait rien dire, elle s'est montrée plutôt loquace, remarquai-je. Poirot frappa la paume de sa main de son poing fermé. Un imbécile. Un criminel imbécile, voilà ce que je suis, Hastings. Je me suis vanté de pouvoir faire fonctionner ma matière grise, et j'ai perdu une vie humaine. Une vie qui était venue chercher le salut auprès de moi. Je n'aurais jamais cru qu'il arriverait quelque chose en si peu de temps. Que Dieu me pardonne. En fait, je ne pensais même pas qu'il se passerait quoi que ce soit. L'histoire de cette femme me paraissait si peu vraisemblable. Nous voilà arrivés chez le docteur. Voyons ce qu'il va nous dire. Le docteur Adams était le type même du brave médecin de campagne, au visage rougeau qu'on décrit dans les romans. Il nous reçut poliment, mais dès que nous eûmes mentionné le but de notre visite, son visage déjà rouge devint cramoisi. Des âneries, ce sont des âneries qu'on raconte. N'étais-je pas là pour la soigner? Une gastrite, une simple gastrite. Cette ville est un nid de commères. Toutes ces vieilles colporteuses de ragots se réunissent et inventent Dieu sait quoi. Elles passent leur temps à lire ces torchons de journaux à scandale et il faut absolument que quelqu'un de leur ville soit victime d'un empoisonnement. Elles voient un flacon de désherbant sur une étagère et hop, voilà leur imagination qui galope. Je connais Edward Pengele. Il n'empoisonnerait pas le chien de sa belle-mère. Et pourquoi irait-il empoisonner sa femme? Pouvez-vous me le dire? Il y a peut-être une chose, docteur, que vous ne savez pas. Très rapidement, Poirot lui relata la visite de Madame Pengele. On ne pouvait pas se montrer plus surpris que le brave homme. Les yeux lui sortaient presque de la tête. « Bon sang de bonsoir » éructa-t-il. La pauvre femme devait être folle. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? C'était bien la première chose à faire. Pour que vous vous moquiez de ses craintes? Pas du tout, pas du tout. Je pense avoir l'esprit assez ouvert. Poirot le regarda et sourit. Le brave médecin était apparemment plus troublé qu'il ne voulait l'admettre. Quand nous eûmes quitté sa maison, Poirot éclata de rire. Il est aussi têtu qu'une mule, celui-là. Il a décrété qu'il s'agissait d'une gastrite. Il ne peut donc s'agir que d'une gastrite. N'empêche qu'il est dans ses petits souliers. Que faisons-nous à présent?
Nous rentrons à l'auberge pour passer une nuit épouvantable dans l'un de vos lits de province, mon ami. La qualité de la literie en Angleterre est vraiment déplorable. Et demain, demandai-je. Rien à faire, nous n'avons plus qu'à rentrer à Londres et attendre la suite des événements. Ce n'est pas très excitant, dis-je, déçu. Et supposons qu'il n'y ait pas de suite. Il y en aura une, je vous le promets. Notre bon vieux docteur peut délivrer autant de permis d'inhumer qu'il le veut, il ne pourra pas empêcher des centaines de langues d'aller bon train. Et elles ne marcheront pas inutilement, vous pouvez me croire. Notre train partait à 11 heures le lendemain matin. Avant de nous mettre en route, Poirot exprima le désir d'aller rendre visite à Miss Freda Stanton, la nièce dont nous avait parlé la malheureuse Madame Pengelly. Nous trouvâmes sans trop de difficulté la maison où elle avait emménagé. En sa compagnie se trouvait un grand jeune homme brun qu'elle nous présenta, non sans quelques embarras, comme étant M. Jacob Radnor. Miss Freda Stanton était une ravissante jeune fille au type cornoyer, avec ses cheveux et ses yeux noirs et des joues roses. De ces mêmes yeux noirs brillait un éclat qui traduisait une nature qui ne devait pas faire bon, contrarié. « Pauvre tante !» murmura-t-elle lorsque Poirot se fut présenté et lui eut exposé la raison de sa visite. « C'est affreusement triste. Depuis ce matin, je regrette de ne pas m'être montrée plus gentille et plus patiente avec elle. »« Tu en as pas mal supporté, Freda, » intervint Radnor. « Oui, Jacob, mais j'ai un fichu caractère, je le sais. Après tout, ce n'était que sottise de la part de ma tante. Après tout, j'aurais dû me contenter d'en rire et de ne pas y prêter attention. Bien sûr, cette idée que mon oncle l'empoisonnait était absurde. C'est vrai qu'elle se sentait plus mal chaque fois qu'il lui servait quelque chose à manger. Mais je suis certaine que c'était psychologique. Elle s'attendait à éprouver des malaises et elle les éprouvait. Quelle était la cause exacte de votre mésentente, mademoiselle ? Miss Stanton jeta un petit coup d'œil hésitant en direction de Radnor. Celui-ci comprit aussitôt. « Il faut que je me sauve, Freda. À ce soir. Au revoir, messieurs. Vous vous apprêtez à aller à la gare, je suppose. » Poirot acquiesça et Radnor prit congé. « Vous êtes fiancée, n'est-ce pas ?» demanda Poirot à la jeune fille avec un petit sourire malicieux. Freda Stanton rougit et admit que c'était vrai. « Et c'est bien pour cette raison que ma tante et moi, nous heurtions toujours. Elle n'approuvait pas ce mariage ? » « Oh, ce n'est pas tellement ça, mais voyez-vous, elle... La jeune fille s'interrompit. « Oui ?» lui dit Poirot d'un ton encourageant. « C'est une chose horrible à dire maintenant qu'elle est morte. Mais vous ne comprendrez jamais si je ne vous explique pas la situation. Ma tante était follement amoureuse de Jacob. »« Vraiment ? Oui, n'est-ce pas ridicule ? Elle avait 50 ans passés et il n'en a même pas 30. Mais c'était ainsi. Elle était folle de lui. J'ai finalement été obligée de lui dire que c'était moi qu'il courtisait. Et elle a fait une scène terrible. Elle n'en croyait pas un mot et m'a traité de façon si grossière et injurieuse qu'il n'est pas étonnant que je me sois moi-même emportée. J'en ai discuté avec Jacob et nous avons pensé que le mieux à faire était que je quitte la maison pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé ses esprits. Pauvre tante, je suppose qu'elle n'avait plus toute sa tête. C'est ce qu'il semblerait, en effet. Merci, mademoiselle, de m'avoir si bien expliqué la situation. Je fus un peu surpris de voir que Radnor nous attendait dans la rue. Je crois deviner ce que Freda vous a dit, déclara-t-il. C'était une fâcheuse histoire, fort embarrassante pour moi, comme vous pouvez l'imaginer. Inutile de vous dire que je n'y suis pour rien. Au début, cela m'a fait plaisir parce que je m'imaginais que la vieille femme cherchait à me faciliter les choses auprès de Freda. Tout cela semblait absurde et extrêmement déplaisant. Quand comptez-vous vous marier, Miss Stanton et vous ? Très bientôt, je l'espère, monsieur Poirot. Je vais être franc avec vous. J'en sais un peu plus long que Freda. Elle croit son oncle innocent. Moi, je n'en suis pas si sûr. Mais je puis vous dire une chose, je n'irai pas raconter ce que je sais. Inutile de réveiller le chat qui dort. Je ne tiens pas à voir l'oncle de ma femme jugé et pendu pour meurtre. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que j'ai entendu parler de vous, et je sais que vous êtes un homme astucieux. Il se peut que vous découvriez des preuves de sa culpabilité. Mais je vous le demande, à quoi cela servirait-il ? On ne peut plus rien pour la pauvre femme et elle aurait été la dernière personne à vouloir le scandale. À cette seule idée, elle se retournerait dans sa tombe. Vous avez sans doute raison sur ce point. Vous voulez donc que je garde le silence ? C'est cela, oui. J'avoue franchement que c'est un point de vue égoïste.
Mais j'ai ma vie à faire et ma petite boutique de tailleur commence à bien marcher. La plupart d'entre nous sommes des égoïstes, monsieur Radnor, mais nous ne sommes pas tous prêts à l'admettre aussi facilement. Je ferai ce que vous me demandez, mais je vous le dis franchement, vous ne parviendrez pas à étouffer l'affaire. Pourquoi donc? Poirot leva un doigt. C'était un jour de marché, et nous étions justement à proximité du marché ouvert, d'où s'échappait un bourdonnement confus. La voix du peuple, voilà pourquoi, monsieur Radnor. Bon, à présent, nous devons courir, si nous ne voulons pas manquer notre train. Très intéressant, ne trouvez-vous pas, Hastings? Demanda Poirot tandis que le train quittait la gare. Il avait sorti un petit peigne de sa poche, ainsi qu'une glace microscopique, et il peignait soigneusement ses moustaches, dont la symétrie avait été légèrement dérangée par notre folle course. C'est peut-être votre avis, répondis-je maussade, mais pour moi, tout cela est plutôt sordide et désagréable. Il n'y a même aucun mystère. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas le moindre mystère. Je suppose que nous devons croire l'histoire extraordinaire que nous avait racontée la jeune fille à propos de la toquade de sa tante. Pour ma part, c'est le seul point qui me laisse perplexe. Cette femme avait l'air si respectable. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est une chose tout à fait courante. Si vous lisez attentivement les journaux, vous verrez qu'il arrive souvent qu'une femme respectable de cet âge quitte son mari après 20 ans de mariage et abandonne parfois même de nombreux enfants pour unir sa vie à celle d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Vous admirez les femmes, Hastings. Vous vous prosternez devant toutes, celles qui sont jolies et ont le bon goût de vous sourire, mais vous n'entendez absolument rien à la psychologie féminine. À l'automne de sa vie, arrive toujours un moment de folie où une femme aspire à vivre une aventure romanesque avant qu'il ne soit trop tard. Et elle ne fait certainement pas exception à la règle, parce qu'elle est l'épouse d'un respectable dentiste de province. Et vous pensez qu'un homme intelligent peut profiter d'un tel moment? Je ne trouve pas Pengele si intelligent. Il a toute la ville sur le dos. Et cependant, je trouve que vous avez raison. Les deux seuls à savoir quelque chose, Radnor et le docteur, veulent tous deux étouffer l'affaire. Il a tout de même réussi cela. J'aurais bien aimé le voir, ce type. Rien ne vous en empêche. Retournez là-bas par le premier train et inventez-vous une arche dedans. Je dévisageai Poirot avec attention. J'aimerais bien savoir ce que vous trouvez de si intéressant dans cette affaire. Mon intérêt a été éveillé par une réflexion très juste de votre part, Hastings. Après notre entretien avec la domestique, vous avez remarqué que pour quelqu'un qui ne devait rien dire, elle nous en avait trop dit. Ah, m'exclamai-je d'un air sceptique avant de revenir à ma première critique. Mais je me demande bien pourquoi vous n'avez pas essayé de voir Pengele. Mon ami, je lui donne tout juste 3 mois. Après cela, je le verrai pendant aussi longtemps que je voudrai, dans le box des accusés. Pour une fois, je pensais que les pronostics de Poirot se révéleraient inexacts. Le temps passait et il n'y avait aucune nouvelle. D'autres affaires nous occupaient et j'avais presque oublié cette malheureuse histoire lorsqu'un entrefilet dans le journal, disant que le ministère de l'Intérieur avait donné l'ordre d'exhumer le corps de Madame Pengele, vint me le rappeler. Quelques jours plus tard, on ne parlait plus dans les journaux que du mystère des Cornouailles. Apparemment, la rumeur ne s'était jamais éteinte, et lorsqu'avaient été annoncées les fiançailles du veuf avec Miss Marks, sa secrétaire, les bavardages avaient repris de plus belle. Finalement, les habitants de la ville avaient envoyé une pétition au ministère de l'Intérieur et le corps avait été exhumé. On y avait découvert une importante quantité d'arsenic. M. Pengele avait été arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Poirot et moi allâmes assister à l'instruction. Les témoignages furent tels qu'on aurait pu s'y attendre. Le docteur Adams reconnut que les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic pouvaient être confondus avec celles d'une gastrite. L'expert du ministère de l'Intérieur fit part de ses conclusions. La domestique, Jessie, donna avec volubilité une foule de renseignements dont la plupart furent rejetés, mais qui renforcèrent néanmoins les présomptions qui pesaient sur le prévenu. Freda Stanton témoigna que sa tante se sentait plus mal à chaque fois qu'elle mangeait des aliments préparés par son mari. Jacob Radnor raconta comment il était arrivé à l'improviste le jour de la mort de Madame Pengele et avait surpris Pengele en train de replacer le flacon de désherbant sur l'étagère de l'office, alors que l'assiette de Madame Pengele se trouvait sur la table à proximité. Puis ce fut au tour de Miss Marks, la blonde secrétaire, d'être appelée à la barre.
Elle fondit en larmes et reconnut qu'elle et son employeur avaient eu des relations amoureuses, et qu'il lui avait promis de l'épouser s'il arrivait un jour quelque chose à sa femme. Pengele réserva sa défense, et il fut renvoyé devant la cour d'assises. Jacob Radnor nous raccompagna à pied jusqu'à notre hôtel. « Voyez-vous, monsieur Radnor, lui dit Poirot, j'avais raison. La voix du peuple a parlé, et avec assurance. Il était écrit que cette affaire ne pourrait pas être étouffée. »« Vous avez raison, en effet, soupira Radnor. Pensez-vous qu'il ait une chance de s'en tirer? Ma foi, il a réservé sa défense. Peut-être a-t-il quelques révélations à faire. Entrez avec nous, voulez-vous? Radnor accepta l'invitation. Je commandai 2 whisky et un chocolat chaud. Cette dernière commande provoqua une certaine consternation chez le serveur, et je doutais fort que Poirot se vît jamais servir son chocolat. Bien sûr, poursuivit ce dernier, j'ai une grande expérience de ce genre d'affaires. Je ne vois qu'une seule issue pour notre ami. Laquelle? Que vous signiez ce papier. Avec la rapidité d'un prestidigitateur, il fit apparaître une feuille de papier écrite. Qu'est-ce que c'est? Lui demanda Radnor. Une confession selon laquelle vous reconnaissez avoir tué Madame Pengele. Il y eut un instant de silence, puis Radnor éclata de rire. Vous êtes fou? Non, non, mon ami, je ne suis pas fou. Vous êtes venu vous installer ici. Vous avez monté une petite affaire, mais vous manquiez d'argent. Monsieur Pengele était riche. Vous avez rencontré sa nièce, et vous avez eu l'air de lui plaire. Mais la petite rente qu'il aurait pu lui servir après son mariage ne vous suffisait pas. Il vous fallait vous débarrasser de l'oncle et de la tante. Alors la jeune fille hériterait de tout l'argent, puisqu'elle était leur seule parente. Comme vous vous y êtes bien pris, vous avez fait la cour à cette quinquagénaire sans méfiance, jusqu'à ce qu'elle soit devenue votre esclave. Vous avez fait naître dans son esprit des soupçons sur son mari. Elle a découvert tout d'abord qu'il l'a trompée, puis vous l'avez convaincu qu'il cherchait à l'empoisonner. Vous étiez souvent fourré chez elle. Il vous était très facile de mettre vous-même de l'arsenic dans sa nourriture, mais vous preniez soin de ne jamais le faire quand son mari était absent. Étant femme, elle n'a pas gardé ses soupçons pour elle. Elle en a parlé à sa nièce, et sans doute aussi à des amis. La seule difficulté pour vous consistait à entretenir des rapports avec les 2 femmes séparément. Et même cela n'était pas si difficile qu'on pourrait le croire. Vous expliquiez à la tante que pour ne point éveiller les soupçons de son mari, vous devriez faire semblant de courtiser sa nièce. Quant à celle-ci, il ne fallait pas grand-chose pour la convaincre. Elle n'aurait jamais considéré sérieusement sa tante comme une rivale. Mais Madame Pengele s'est décidée de venir me trouver. Si elle pouvait obtenir la certitude que son mari cherchait à l'empoisonner, elle se sentirait le droit de le quitter et d'unir sa vie à la vôtre. Ce qu'elle pensait que vous attendiez d'elle. Mais cela ne vous arrangeait pas du tout. Vous ne vouliez pas d'un détective au milieu. C'est alors que se présente le moment propice. Vous vous trouvez là, quand M. Pengele prépare une assiette de potage pour sa femme, et vous y introduisez une dose mortelle de poison. Le reste est assez simple. Apparemment soucieux d'étouffer le scandale, vous jetez au contraire insidieusement le trouble dans les esprits. Seulement voilà, c'était compté sans Hercule Poirot, mon jeune ami. Radnor était d'une pâleur mortelle, mais il s'efforçait encore de le prendre de haut. Très intéressant et ingénieux, mais pourquoi me raconter tout cela? Parce que, monsieur, je représente non pas la loi, mais Madame Pengele. Par égard pour elle, je vous donne une chance de vous enfuir. Signez ce papier et vous aurez 24 heures d'avance. 24 heures avant que je ne le remette entre la main de la police. Radnor hésitait. Vous n'avez aucune preuve? Non, je suis Hercule Poirot, ne l'oubliez pas. Regardez par la fenêtre, monsieur. Il y a 2 hommes dans la rue. Ils ont l'ordre de ne pas vous perdre de vue. Radnor s'approcha à grands pas de la fenêtre et écarta légèrement l'un des stores. Il recula avec un juron. Vous voyez, monsieur, signez, c'est votre seule chance. Quelle garantie ai-je que je tiendrai ma promesse? La parole d'Hercule Poirot, tout simplement. Alors, vous signez? Bien. Hastings, veuillez être assez aimable pour remonter la moitié de le store de gauche. C'est le signal pour nos 2 hommes qu'ils peuvent laisser partir M. Radnor sans le molester. Blanc de rage, Radnor se précipita hors de la pièce en jurant à voix basse. Poirot hocha doucement la tête. Un poltron, je le savais.
Il me semble, Poirot, que vous avez agi d'une façon inadmissible, m'écriai-je furieux. Vous dites toujours qu'il ne faut pas faire de sentiments, et voilà que vous laissez échapper un dangereux criminel par pure sensiblerie. Ce n'était pas de la sensiblerie, c'était du bon sens, répliqua Poirot. Ne voyez-vous pas, mon ami, que nous n'avons pas l'ombre d'une preuve contre lui? Vais-je me dresser devant 12 solides cornoyers et leur dire que moi, Hercule Poirot, je sais la vérité? Ils me riraient au nez. La seule chance que nous avions était de lui faire peur et d'obtenir une confession de cette façon. Ces deux badauds que j'avais remarqués au dehors se sont trouvés là au bon moment. Redescendez le store, Hastings, voulez-vous? Il n'y avait en fait aucune raison de le remonter, cela faisait partie de ma petite mise en scène. Bien, bien, à présent, nous devons tenir notre promesse. 24 heures, ai-je dit? Un jour de plus pour ce pauvre monsieur Pengele. Mais au fond, il ne l'a pas volé, car souvenez-vous, il a trompé sa femme. Je suis un ardent défenseur de la vie de famille, comme vous le savez. Ah, ma foi, 24 heures, et après ça, j'ai une très grande confiance en Scotland Yard. Ils retrouveront Radnor, mon ami. Ils le retrouveront. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.